Afaliana indray tompoky vavy sy tompoky lahy no anaovanay aody ao an-tokantranonareo amin'izao alakamisy fahaeniny volana febroary 2024 sy 2024 izao. Ny vondry gazety l'Express de Madagascar no miaraka aminao androany eto amin'ny fahitalavitra RTA mitondra ny fandaharana salangalanga toy ny mahazatra. Angataka aminao androany mba iresaka amin'ny fiteny frantsay indray isika satria nanasa hanandrematoa Eric Kohler filohan'ny filakevim-pitantanan'ny ofisy pirenena misahana ny fizahantany izay eto amin'ny vondry gazety l'Express de Madagascar sy ny fandaharana salangalanga iresaka momba ny tontolon'ny fizahantany eto Madagascar. Monsieur Eric Kohler, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est avec plaisir, bonjour. Oui, Lantou Razafndramiadana, qui est journaliste à l'Express de Madagascar, sera ma compagne pour l'interview ce soir. Bonjour Lant. Bonjour Nova, bonjour PCA bonjour, et bonjour aux téléspectateurs. Oui, Monsieur Eric Kohler, 2013 a été, je ne dirais peut-être pas une année difficile, mais n'a pas été une année facile pour le tourisme à Madagascar. Les statistiques du ministère du Tourisme font état d'une baisse de 22% du nombre des étrangers non résidents entrant à Madagascar, soit plus de 57 000 touristes en moins en 2013 par rapport à 2012. Quelles sont, d'après vous, les raisons de cette baisse? Donc, comme vous l'avez dit, une année pas facile, je dirais très très difficile pour l'ensemble du secteur du tourisme, malgré la contribution de tout le secteur privé du tourisme, que je tiens encore vraiment à féliciter, parce qu'on peut le voir malgré donc, cette crise qui a été premièrement une crise internationale. Il faut savoir que notre principal marché est l'Europe et la France, avec la Réunion regroupe 60% d'entrants, on va dire en gros, sur Madagascar. Ça c'est énorme. Donc la crise aussi internationale en Europe et en France donc, a affecté aussi notre principal marché. Ensuite, vous savez, dans un contexte 2012-2013 aussi, parce que 2013 déteint aussi sur 2012, avec, on va dire, des annonces l'annonce de la haute saison des élections présidentielles qui a été à répétition. Donc ça fait défaut. C'est tombé en juillet, après en août, septembre, pour aboutir en novembre. Donc ça a fait vraiment aussi, ça a créé beaucoup de problèmes pour la haute saison, pour les réservations des gros TO en Europe. Ensuite, on a aussi le vol corsaire qui s'est interrompu momentanément. Donc ça a été aussi une problématique et je dirais encore malheureusement une mauvaise communication pour l'ensemble du secteur. On a cru que c'était l'État ou le ministère qui avait arrêté Corsair alors que c'est eux-mêmes qui avaient décidé de quitter Madagascar pour aller en Afrique. Et donc ça c'est encore un problème de communication sur nos marchés émetteurs. Et puis bien sûr tout ce qu'on a su, tout ce qui s'est passé avec les irrégularités aussi de la compagnie nationale, il faut le dire, avec les grosses difficultés qu'a affrontées la compagnie nationale et qu'elle a pu remettre vite en place, mais ça a aussi pénalisé, je dirais, notre marché pour cette année. Ensuite, il y a eu toutes ces agressions à Nosy Be, on ne va pas revenir dessus, plus le drame, plus les attaques, pour, comme je dis, les attaques dans les parcs nationaux, pour arriver, la cerise, comme on dit, sur le gâteau dans notre secteur, la peste à Madagascar. Et c'est là où je tiens à dire qu'on a fait quand même énormément d'efforts, le secteur privé, l'Office national, le ministère, pour essayer malheureusement de maintenir les arrivées à Madagascar. Ça a été chose pas simple. On a été obligé d'être présent dans beaucoup de salons. On a été présent dans tous les salons internationaux, que ce soit en Europe. Donc on a essayé de faire le maximum qu'on pouvait pour maintenir, je dirais, le nombre d'arrivées à Madagascar. Mais voilà un peu vraiment les 6 ou les 7 points qui ont été néfastes au secteur. Donc non, ça aurait pu être pire. Je dis que ça aurait pu être pire. Je dis, comme on dit, on a sauvé les meubles grâce au pays, grâce au peuple, encore une fois, parce que le peuple est accueillant. Vous voyez qu'on a vu des touristes, il y a beaucoup de retours. Madagascar a quand même un rapport qualité-prix, je dirais, cher, de par les avions, les hôtels aussi, il faut se le dire. Et donc aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, la concurrence est internationale et mondiale, donc il faut qu'on fasse attention. Mais malheureusement ici, vous avez aussi des gens qui, comme c'est la crise, augmentent les prix et puis finalement on a un rapport qualité-prix qui est excessivement très cher. Donc il faut qu'on fasse vraiment attention, l'équilibre est très fragile, vous voyez. Mais je dirais qu'on a réussi à maintenir quand même 200 000 et quelques entrées. On a moins 22%, comme vous l'avez dit, c'est pas bien. Nous, on pensait maintenir, stagner, et malheureusement, on est tombé à moins 22% sur essentiellement le marché français, qui est notre principal marché. La Réunion, je sais qu'on a moins 16 ou moins 16, moins 17%, c'est énorme, vous voyez. Et tout cela, je dirais encore une fois, comme je l'ai toujours dit aux journalistes, c'est tout ça un problème de communication, vous voyez. Tout ce qui est fait à Madagascar est amplifié à l'extérieur. Et c'est là où il faut qu'on pense pour cette année, on en reviendra suite à cette intervention, c'est de dire qu'il faut qu'on soit vraiment, qu'on travaille avec des sociétés de communication vraiment professionnelles.
Parce que je dirais tout ce qui est petit incident à Madagascar est très amplifié à l'extérieur et ça nous fait défaut à la fin. Cette amplification, généralement, les gens disent que ce sont les journalistes tout à fait. Étrangers, malgaches qui... Tout à fait. Regardez le cas de la peste. J'étais à Paris, on sortait de Colmar. C'est dans les premières pages du Figaro, ou dans les pages des premiers médias français. Je dirais, est-ce que ça vaut le coup de mettre ça dans les premiers médias, les premières pages, hein, sur les pages de couverture de gros médias? Et ça a fait la une partout. L'insécurité, on parle d'insécurité. Je tiens à dire que Madagascar est un des pays les plus sûrs au monde. Sincèrement, entre nous. C'est pas parce qu'il y a de l'insécurité, mais il y a pire autre part, même dans des pays très développés, même en France, je dirais. Vous vous faites attaquer sur les Champs-Élysées à minuit. Hein. Je veux dire, ici, vous pouvez passer l'avenue de l'Indépendance, il se peut que vous n'allez pas vous faire attaquer. Donc tout est quand même amplifié à notre égard. C'est pour ça que nous... À votre avis, pourquoi cette amplification Vous savez, il y a des îles à côté de nous aussi hein, qui tirent du tourisme. Je ne dirais pas que c'est eux qui nous tirent dessus, hein, je ne dis pas ça. Mais à côté de ça, c'est vrai que peut-être que nous aussi, on communique mal. Il faut qu'on ait justement une nouvelle forme de communication. C'est ce qu'on a parlé lors de notre dernière Assemblée générale de l'Office national. Parce que même nous, au sein de l'Office, il faut qu'on mette une société peut-être professionnelle en communication pour nous aider à mieux communiquer. Regardez le cas de l'île Maurice, avec les chikungunya. Regardez les requins à La Réunion. On en a entendu parler, puis c'est éteint. Bon, malgré que ça fait beaucoup de problèmes sur la Réunion en termes d'arrivée, mais le chikungunya et tout ça, les Mauriciens, ils ont été très forts là-dessus. Je dirais que nous, à chaque fois, on est victime de petites choses. Et ça devient après tellement amplifié que ça devient très grave à l'extérieur. Donc il faut que par rapport à cela, nous, on est des ambassadeurs du pays. Quand on va dans des salons, comme je dis à tout le monde, on ne voit pas l'ONTM ou Éric Colère ou X ou Y, on voit Madagascar. Et combien de fois on nous a dit à nous, présents sur le salon, les Théo, les groupements d'opérateurs qui sont avec nous, mais vous ne vivez pas à Madagascar, vous, c'est pas possible. On leur a dit, mais pourquoi on est comme ça, on est naturel, on vient de Madagascar. Si, on est malgache et on vient de Madagascar. Et les gens nous regardaient avec des gros yeux, vous savez, c'était des fois incroyable. Donc, vous voyez, il y a vraiment une forme de communication à mettre en place et nous y pensons pour cette année déjà, pour ce plan de relance du secteur du tourisme. Et selon toujours quand même les statistiques du ministère, malgré cette baisse du nombre d'arrivées, on a quand même assisté à une hausse des recettes générées par le tourisme. Parce que si moi, par exemple, je regarde les statistiques du ministère, en 2013, on a 844 milliards d'arrières de recettes contre 614 milliards d'arrières en 2012. Qu'est-ce qui a fait que les recettes ont justement augmenté alors qu'il y a eu moins de touristes? Donc là, on en a parlé justement avec les agents du ministère il n'y a pas plus tard que 2 jours. Il faut voir où il y a peut-être un petit problème de statistique quelque part, je ne sais pas, parce que là aussi, nous sommes assez faibles en statistiques, malheureusement. Hein. Nous-mêmes, l'Office national, nous avons mis une plateforme pour un peu voir ces statistiques, pour essayer d'avoir des statistiques fiables pour le pays, pour les étrangers. Donc là, peut-être aussi, nous, je vois, et je suis en train de me renseigner que beaucoup d'hôtels de luxe, entre guillemets, eux ont bien travaillé. Donc il faut dire qu'il y a des tourismes de luxe a quand même pas trop mal marché pendant cette année. Est-ce donc avec des prix en plus? J'imagine que les observateurs des élections ont également les observateurs ont rempli, on va dire, faut pas on va se dire, ont rempli les hôtels, les principaux hôtels de Tananarive. Mais je veux dire là, je pense pas que c'est eux qui ont contribué parce que c'est vrai que ça a été vraiment une guerre des prix pour tous les hôtels de Tananarive. Ça, je vous le dis sincèrement. Mais je pense que des hôtels comme Anjajav, des hôtels comme Tsarabadjin, des hôtels de luxe, voire 4-5 étoiles luxe, ont mieux fonctionné. J'ai parlé avec certains propriétaires de ces hôtels qui m'ont dit, mais nous, on a fait une saison acceptable, mieux que l'année dernière. Vous voyez? Donc je pense qu'il y a eu un créneau, il y a peut-être un créneau, une niche quand même, un marché à ce niveau-là, un petit marché de niche de luxe qui a bien fonctionné. Mais c'est vrai que nous travaillons en ce moment aussi avec les agents du ministère pour bien voir un peu ces statistiques ensemble. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait aussi des opérateurs qui ont essayé d'augmenter les prix. Est-ce que ça a beaucoup contribué à cette hausse de recettes? Tout à fait. Tout à fait. Il y a des opérateurs, vous savez, dans un hôtel, c'est comme une société, on regarde les charges. Plus on descend notre prix moyen, plus on ne va pas s'en sortir. Donc, à un moment donné, dès que les hôtels ont vu que ça reprenait, il y a eu un petit frémissement de temps en temps. La haute saison, on ne peut pas dire qu'elle a été catastrophique. La haute saison sur les marchés, je veux dire la route du Sud qui reste le marché le plus vendu de Madagascar, les hôteliers du Sud, pendant cette saison on va dire, elle a pris 1 mois de décalage de août à novembre, ils étaient contents. Il y a des hôtels qui ont mieux fonctionné que l'année dernière et voire qu'il y a depuis 2 ans. Hein. Il ne faut pas penser que tout le secteur a mal marché. Mais il y a des coins de Madagascar encore qui ne marchent pas très bien. On en reviendra tout à l'heure. Je veux dire, Madagascar est vendu par la route du Sud.
Vous allez dans n'importe quel gros tour opérateur en France, pardon, en Europe, ils vont vous vendre la route du Sud. Quand la route du Sud est saturée, par rapport à un vol qui fait Tulé-Artana, parce que les gens descendent pratiquement en voiture, ils remontent Tulé-Artana est plein. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font en France aujourd'hui? Ça, on vient de s'en apercevoir. Madagascar, c'est complet. Ils ne vont pas chercher à comprendre, à savoir s'il faut vendre le nord, l'est, le sud. Ils vendent le sud, point. À savoir que ces gros Théo vendent du package. Aujourd'hui, on vend à un touriste, en gros, à plus de 50%, le sud, et après, tu reviens à Tana et tu pars pour un package sur Nosy Be pour faire du balnéaire, du soleil, de la plongée sous-marine. C'est souvent ça le cas. Aujourd'hui, avec Nosy Be et les problématiques de Nosy Be, c'est là où c'est très très grave, parce que donc ça va pénaliser même les gens qui vont dans le sud. C'est pas que des gens qui vont à Nosy Be, avec l'histoire de cette zone orange sur Nosy Be. Donc c'est pour ça qu'il faut la lever le plus vite possible. Donc c'est pour vous dire que les gens, quand ils réservent, c'est un package. Généralement, ils font 2 à 3 destinations sur le pays. Donc moi, je pense que sur la route du Sud aussi, il y a des hôtels il y a des hôtels de qualité qui sont chers. Donc comme cette route du Sud a très bien marché, je pense que ça fait partie aussi de cette hausse. La route du Sud a quand même très bien fonctionné. Le Nord, on ne va pas dire qu'ils ont été en difficulté. Il y a une Nosy Be qui a pris vraiment un coup, on va dire, à cause de tout ce qui s'est passé à Nosy Be, insécurité, et puis le drame qu'il y a eu. Quand vous avez pris la parole sur le bilan tout à l'heure, vous avez parlé de 6 points qui sont de véritables obstacles pour le développement du tourisme à Madagascar. Présent à l'Assemblée générale de l'ONTM, le président Irazona Armapian a annoncé une vision, si je peux le dire, comme quoi on va atteindre le niveau de 2008 en 18 mois, avec une progression à près de 20% par an. Par rapport à tous ces points que vous avez annoncés tout à l'heure, est-ce que cet objectif, est-ce que c'est réaliste pour vous, opérateurs du tourisme et en tant que PCA de l'Office national du tourisme de Madagascar? Je dirais déjà la présence de notre président de la République à notre Assemblée générale a donné un nouveau souffle, comme on dit, un baume au cœur, à tout l'ensemble du secteur du tourisme. Il faut se le dire. C'est la première fois qu'un président de la République vient comme ça dans une réunion, et là ça se faisait, c'était une coïncidence, une pure coïncidence que c'était l'Assemblée générale de l'Office national, présent en face de lui, donc les 23 offices régionaux de Madagascar, tous les présidents des groupements touristiques, la compagnie nationale, le ministère du Tourisme. Donc c'était très important, et c'était pour nous un signe fort de son engagement de développer Madagascar avec un secteur aussi prioritaire, il y en a d'autres bien sûr, mais le tourisme. Moi je dis que le tourisme aujourd'hui, c'est le secteur qui fera le plus vite repartir Madagascar. Parce que la base, elle est là. La première base du tourisme, c'est le peuple, c'est la culture. Et le Dieu nous a donné des beaux paysages, la faune, la flore, tout ce qu'on sait sur notre pays. Je veux dire, pour moi, c'est ça la base. On a une base qui est extraordinaire. On a déjà des hôtels. Pensons déjà à ceux qui sont là. Je pense, avant d'aller chercher et de faire venir une multitude d'hôtels, il y a déjà un secteur, il y a déjà un parc hôtelier et un secteur touristique qui est là, qui est présent, et qui est, comme je disais encore en début de cette émission, que je félicite encore une fois, parce que je peux vous dire que pour eux, c'est pas facile. Ils ont su tenir leurs employés, ils ont su tenir leurs hôtels, leur engagement, ils sont toujours là. Il n'y a pas 10 hôtels qui ont fermé à Madagascar. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est important même pour le reste du monde, qui disent qu'il y a des hôtels qui sont encore là, ouverts, avec un service, avec des employés. Parce que des fois, comme je vous dis, en France ou ailleurs, on nous dit « mais tout est fermé, c'est la guerre civile, qu'est-ce qui se passe ?» C'est ça la problématique. Aujourd'hui, vous me dites, oui, 2008, rattraper 2008, c'était la conviction de mon mandat de 2 ans qui s'est terminé il y a quelques semaines, et donc j'aurais été élu pour 2 ans. Nous, on pensait sur ces 2 ans, c'est-à-dire là, arriver au même taux de 2008, c'est-à-dire 400 000 touristes. Malheureusement, on est à moins 20%, 200 000. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être optimiste. Maintenant, je dis que c'est possible. Parce qu'en 2008, on avait la même capacité d'hébergement, on avait la même capacité de siège. Madagascar est une île. Pour venir à Madagascar, il faut des avions, ça c'est clair. Donc il faut que la compagnie soit très forte, ou voir d'autres compagnies. À côté de ça, Air Madagascar a le même nombre d'avions. Les hôteliers sont là, il n'y en a pas 10 qui ont fermé, comme je vous le disais, donc on peut arriver à 2008. Déjà, l'enjeu est faisable. Si encore on avait 50% du parc hôtelier fermé, je vous dirais que ce n'est pas possible. Là, par contre, je dis, c'est possible. Maintenant, il faut mettre des mesures en place. Il faut vite mettre des mesures. Les mesures, comme vous le savez aujourd'hui, c'est enlever la zone orange de Nosy Be à Nakao très rapidement, parce que ça, c'est un peu comme cet annexe B qui est sur Air Madagascar. Ça nous fait défaut et ça nous fait encore mal. Les gens pensent aujourd'hui que ça y est, à Nosy Be, jusqu'à l'heure où on parle, c'est la guerre. Les gens traduisent ça comme ça, malheureusement.
Moi, j'étais au mois de décembre à Nosy Be, je suis désolé, c'est pour faire du tourisme, c'est très bien. Par contre, il y a des choses à respecter. Comme on dit, nos opérateurs, dites à vos touristes de ne pas se balader sur tel et tel endroit touristique ou telle zone après 21h ou après 20h. Faites attention. Donc, il y a des choses à mettre en place pour l'insécurité. Je dirais que ce n'est pas un coupe-gorge quand même. Il faut pas, on n'en est pas là quand même. Maintenant, je sais que donc le président s'est engagé avec nous, hein, et là, encore une fois, nous, comme je vous dis, ça nous a mis un souffle, un baume au cœur, et je pense que c'est réaliste. Aujourd'hui, 2008, peut-être pas dans 18 mois, mais dans 24 mois, avec une progression de 20%, on ne va pas y arriver, donc il faut espérer avoir 20, plus après, et augmenter encore plus. Mais je veux dire, si le tourisme va avec la stabilité, si la stabilité politique se met en place, je pense que le tourisme, encore une fois, va très vite redémarrer. Regardez tout ce qui se passe dans le monde et dans des pays touristiques aujourd'hui. Je veux dire, on a une carte à jouer. Madagascar a une carte à jouer. Grâce à son peuple, a une carte à jouer parce qu'on est pacifique. Et pour faire du tourisme aujourd'hui, c'est tout à fait faisable. On parle beaucoup du million de touristes. À votre avis, le million de touristes à Madagascar, ça serait pour quand? Ben, vous prenez une progression de 20%. Je pense que d'ici, on parle de 2020, aux alentours des 10 ans à venir, on doit y arriver. On doit y arriver. Mais 20%, c'est un modèle qu'on s'est donné parce que ça a marché comme ça des années 2006, 2007, 2008, 20%. Et l'objectif à l'époque de 2011, 600 000 tourismes, nous on disait on fera 700, 800 000 en 2011 parce qu'on avait 20-25% de progression. Donc je pense que si le pays se stabilise et que tout va, ça va aller très vite. Vous savez, le tourisme, c'est la chaîne la plus importante au monde. Regardez combien de milliards de touristes voyagent dans le monde et Madagascar attire. Vous savez, dans tous les salons où on a été, il n'y a pas un salon où on est boudé. Je dis bien, même en France, même après les drames de Nosy Be. On était à Colmar, j'allais en venir, on a fait notre plus gros salon de l'Office national, 1000 m² à Colmar. Ça a été un enjeu pour nous, mais ça a été un succès à 100%. Avec un Zuma, avec de la gastronomie malgache, avec de la culture, avec de l'artisanat, de la culture, la gastronomie. Les opérateurs étaient là. Et sincèrement, c'était 2 mois après, ou même pas un mois après le drame de Nosy Be, je peux vous dire qu'on s'est demandé à 3 reprises si on allait aller organiser ce salon parce que c'est beaucoup d'enjeux pour nous, pour l'Office national. On l'a fait, et heureusement qu'on l'a fait parce que c'était à 100% réussi. Mais quand vous disiez tout à l'heure que le Sud, par exemple, le Sud affiche presque complet aujourd'hui, donc il faudrait que l'on mette en place des infrastructures pour quand même accueillir je ne sais pas, le million de touristes, les 20% de touristes en plus chaque année. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le court terme pour accueillir ce surplus de touristes? Disons que sur le plan politique, ça va aller mieux. Bon, déjà, c'est la stabilité. Donc, si ça va mieux, déjà, c'est un gros enjeu. Comme je dis, c'est super. Deuxièmement, pour faire venir des touristes, on est une île. Donc, il faut avoir des avions. Donc là, il faut que la compagnie nationale, je dirais, revoie sa flotte. Et je sais qu'elle est en train de le faire. Moi, j'ai toujours dit, à Tana, on devrait faire un genre... Vous savez, aujourd'hui, les touristes aussi veulent arriver directement à destination. C'est-à-dire qu'ils veulent partir de France ou d'ailleurs et arriver à Tuléar, et arriver à Nosy Be, et arriver à Sainte-Marie. Ça, c'est ce qui se demandent de plus en plus. Ils ne veulent plus transiter par la capitale. Il faut savoir que Tananarive a aussi mauvaise image à l'extérieur, très très mauvaise image. Il faut qu'on se batte, je dis bien on se batte avec l'Office régional de Tana. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Il faut que Tana, on arrive à redorer Tana. Les gens ne veulent plus passer par Tana. Les gens ont peur de Tana. C'est l'insécurité, c'est les maladies, c'est bon, tout ce qu'on voit. Il faut qu'on arrive à vite changer cette image de Tana. Parce que moi je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas tout faire comme ça. Des gens disent, mais pourquoi vous avez des artères, vous ne les envoyez pas à Marouane 7 et ceci et cela. Il y a un problème aujourd'hui à Madagascar, c'est que beaucoup de pistes sont en difficulté. Les pistes d'atterrissage, qui ne sont pas du ressort de la compagnie nationale, mais qui sont plus du ressort, je dirais, de la CM, et il y a certaines pistes même qui sont gérées en privé, comme Marouane 7. Alors on crie, oui, Marouane 7, la terre n'y va plus, c'est la faute d'Air Madagascar. Non, c'est pas la faute d'Air Madagascar, c'est que la piste, elle est impraticable, les assurances ne jouent plus le jeu, c'est un problème. Et donc, par sécurité, heureusement qu'il y a la sécurité Air Madagascar, ils se rétractent et donc ça devient une problématique, parce que Marouane 7, c'est quand même une zone très touristique. Donc, il faut refaire les pistes. Il faut refaire une compagnie, je pense, nationale forte. Moi, je dis que si on arrive à faire même un petit peu d'open sky, je sais que ça ne plaît pas beaucoup, mais on en parle, on en a reparlé en ce moment, mais il ne faut pas se leurrer. Les grandes compagnies, même comme Air France, ont des difficultés. On ne pourra pas rester comme ça, longtemps, toujours seul.
La chance, à mon avis, et je ne suis pas un expert de l'aviation, mais je pense qu'on a, et d'après une dernière réunion qu'on a eue la semaine dernière avec des experts espagnols, ils ont dit que les vols à l'international gagnent 0,001% de bénéfices. Cantonnons-nous, si on se cantonne sur notre réseau national, avec une compagnie nationale, je dis bien, qui a le monopole même sur le volet national et régional, forte, avec des avions neufs et fiables, je dirais qu'on a gagné. Et Tana, bien sûr qu'il faut faire des aménagements de IVAT, il faut qu'on puisse, il faut que d'ici quelques temps, la 380 arrive à Tana. Il arrive à Djobour, il arrive à La Réunion, il arrive à Maurice. Et nous, à côté, on est quand même la plus grosse île des îles et on n'a même pas la 380. Donc il faut y arriver, il faut revoir ces infrastructures pour ramener du monde. Nous, on a besoin de touristes, donc il faut les faire venir par avion. Si on ouvre un peu le ciel sur Tana, c'est faisable. Les gens viennent, il faut revoir les infrastructures de l'aéroport. Et de là, par contre, c'est notre compagnie nationale qui pourrait les piloter sur Tuléar. Et pourquoi pas faire des vols de nuit? Je veux dire, un avion arrive à 21h, il sort de douane à 22h, il décollage Nosy-Bé, décollage Tuléar, décollage Sainte-Marie. Après, bien sûr, balisage des pistes et tout ce qu'il faut en termes de sécurité. Mais je pense que c'est faisable, on peut le faire. Mais en tant que membre du conseil d'administration de Air Madagascar, est-ce que vous ne pouvez pas proposer tous ces points à l'équipe de Air Madagascar pour qu'elle améliore les prestations de la compagnie nationale? Tout à fait. Là, en ce moment, c'est vrai que Air Madagascar, la problématique, c'est l'annexe B. Il faut se le dire. Il faut arriver le plus vite possible que la compagnie sorte de l'annexe B. Parce que, comme on dit, c'est un gouffre pour la compagnie. Aujourd'hui, on a essayé de véhiculer une meilleure image avec ces deux Airbus, un sur Paris, un sur l'Asie. C'est bien, mais aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Je pense que Air Madagascar peut gagner beaucoup d'argent sur le réseau national et régional, je disais. Regardez, il y a combien de clients aujourd'hui qui partent le Boeing 737-800 d'Air Austral qui est flambant neuf, quittent Air Madagascar avec les Boeing qui sont assez vieux pour aller là. Je veux dire, ça, c'est des exemples qui sont là. Même des gens qui sont proches d'Airmad partent avec Air Austral parce qu'ils se disent, il va être à l'heure, l'avion est confortable, il est en cuir, il met 1h15 et je pars avec Air Austral. Vous voyez, c'est petit comme réflexion d'un client, mais c'est beaucoup pour eux. C'est des réflexions qui sont là. Moi, on le dit, et si je continuerai à être administrateur d'Air Madagascar, c'est ce que je continuerai à faire, sincèrement. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de privatiser la compagnie, non. Non, non, non. Je pense qu'il faut qu'on ait une compagnie nationale forte, mais il faut, je pense, l'orienter plus sur un réseau national. Moi, je voyais les Espagnols la semaine dernière à l'hôtel Ibis, on était en réunion, ils disaient, vous avez la chance d'avoir un pays qui est énorme, où vous pouvez faire beaucoup de connexions et c'est qui suffirait à subvenir aux besoins de la compagnie et avoir des bénéfices très rapidement, c'est faisable. Regardez, Maurice n'a pas de réseau intérieur, La Réunion n'a pas de réseau intérieur. L'Air Austral, ils étaient carrément dans le rouge, ils sortent du rouge cette année. Ils font que des vols sur la zone, et puis sur Paris, et sur l'Asie, et maintenant sur l'Australie. Mais là, ils sortent du rouge apparemment. Comment nous, on ne pourrait pas sortir du rouge? Donc il y a des choses à faire, mais je pense qu'on peut... Sincèrement, on peut garder une compagnie nationale forte pour un réseau intérieur et ouvrir un peu, je dirais, si c'est possible, un peu le ciel sur l'international. Ouvrir un peu sur l'international, oui. ça, et faire ça serait quoi? Tana devienne un hub. Vous voyez, par exemple, Tana, c'est le hub avec un aéroport aux normes internationales, revoir l'aéroport, les pistes, et puis ça devient vraiment un aéroport où tout le monde arrive, mais comme je vous dis, que la douane, les passages en douane, tout ça soit mieux organisé, que ça passe très vite et qu'un client qui atterrit 45 minutes après, comme ça se passe à Paris, où malgré le nombre de passagers qui passent, en 1 heure, vous êtes dehors, pas en 3 heures, en 1 heure maximum. Et quand 1 heure après, il est déjà dans un avion sur Nosy-Bé, sur Tuléar ou sur Sainte-Marie. Aujourd'hui aussi, ce qu'on demande à la compagnie, c'est que quand un avion fait Tana, vous voyez, mais tout ça, c'est pour ça que tout ça, on sait que c'est faisable. Regardez la saison des baleines à Sainte-Marie, rapidement. C'est plein. Sainte-Marie de juin à septembre, c'est la saison des baleines. Malheureusement, sur Sainte-Marie, de juin à septembre, il pleut beaucoup. À part vers la mi-juillet, allez, on va dire début août, il fait meilleur, mais il pleut. Un touriste aujourd'hui, et moi je les vois souvent à Sainte-Marie, ils partent Tana à Sainte-Marie. À Sainte-Marie, au bout de 4 jours, tous les jours, ils font 2 heures de baleine. Ils voient les baleines là, à 2 mètres à côté du bateau. Ils sont émerveillés. Ils veulent arrêter, ils veulent partir à un moment donné parce que 4 jours de baleine, ça suffit. Ils ont pris un programme d'1 semaine, on va dire. Et là, ils veulent aller voir du soleil, ils veulent aller voir du balnéaire. Et qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut qu'ils repassent par Tana, qu'ils redorment peut-être à Tana, qu'ils revoient un autre billet, qu'ils partent. Donc là, il faut qu'on arrive aussi à trouver, si c'est possible, des connectivités pendant la haute saison et de dire pourquoi on ne ferait pas sur les hautes saisons, je parle du cas de Sainte-Marie, mais ça peut se faire sur le nord, sur le sud et sur l'ouest, de dire, tiens, tous les jeudis, on fait un Tana, Sainte-Marie. Je sais qu'il n'y a pas de carburant à Sainte-Marie, donc l'avion pourrait faire Sainte-Marie, Tamatave, Diego, Nosy-Bé, Tana. Et là, il y a assez d'heures de vol pour que l'avion
il soit opérationnel, vous voyez ce que je veux dire? Et ça permettrait au Théo même de vendre. Vous faites un package sur Sainte-Marie-les-Baleines pour avoir une finalité en balnéaire sur le nord et retour Tana pour Paris ou ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais Air Madagascar... Oui, vas-y. Excusez-moi, mais est-ce que Air Madagascar et les opérateurs touristiques collaborent pour la mise en place, pour la création d'un nouveau vol ou quelque chose comme ça? Parce que pour Andavatoka, par exemple, ça a été lancé et avait un gros tam-tam et... Quelques mois après, ça a été abandonné. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Andavadoc, pardon, l'Ichal, tous ces hubs. Nous, on a dit, il y a eu des réunions qu'on a pilotées avec l'Office national, moi-même étant administrateur de la compagnie, et les opérateurs. Il y a eu les présidents des groupements touristiques qui étaient présents, les agents de voyage, les tours opérateurs, les groupements d'opérateurs touristiques. On a dit, Herman, si vous lancez un vol, il faut, vous voyez, à Maurice, les opérateurs travaillent avec Mauritius. Ah, on va aller au Sri Lanka. Les opérateurs disent, on n'a aucune visibilité au Sri Lanka, on ne parle pas la langue du Sri Lanka, on n'a pas de gastronomie du Sri Lanka, donc c'est pas la peine d'y aller. Et ils écoutent et ils vont ailleurs. C'est comme ça que Maurice avance aussi. Nous, c'est pour ça qu'on demande à être de plus en plus impliqués avec eux. Nous, on reçoit les touristes, on sait qu'est-ce qu'on veut. Donc, et là, la compagnie a fait des efforts, on s'est vu dans l'année, je ne sais pas, plus de 10 fois. Ces hubs étaient très bien, parce qu'il y a une problématique, c'est sûr, pour aller pour des personnes âgées, par exemple dans l'Ichal, Davadoc. Prendre la route et tout, c'est difficile. Donc, les thunes avec 15 à 17 places, on dit on va aller sur le... Mais pour que les gros Théo émetteurs en France ou en Europe puissent vendre ça, il faut que Hermad programme au moins ça 3 mois à l'avance, minimum. On ne veut pas dire, tiens, c'est vrai, ça va marcher, le Sainte-Marie ou en Davadoc, on le lance, 15 jours après, le vol est vide, on dit on annule parce que ça fait perdre des sous à la compagnie. Vous voyez, avant de lancer des vols, je pense qu'il faut le marketing, il faut le commercial derrière, il faut beaucoup de choses derrière. Même en amont et en aval, je veux dire, il y a des choses qui doivent se mettre avant de lancer le vol. Peut-être à nous de se mettre, là on va travailler avec Air Madagascar là-dessus, de se dire, tiens, on va les commercialiser pour vous. Est-ce que ça vous plairait d'aller sur un Davadoc? Les Théo vont donner aussi leur réseau, vont donner un nombre de passagers, et là, Hermad lance le vol. Mais il faut qu'il laisse au moins le vol, je dis même 6 mois dans la machine. Parce que le Théo, il va vendre ça, en Belgique, en Espagne, à Paris, te dire, tiens, vous allez en Davadoc, oui, mais moi, j'aime pas faire la voiture, tiens, mais il y a un vol d'Hermad qui va. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça rentre dans les machines et que les Théo puissent le vendre. Donc, ces vols ont été lancés alors que ça a été lancé avec ça n'a pas été encore vendu. Voilà, ça a été lancé avec nous, hein. On s'est tous mis autour d'une table, on s'est dit, c'est super. Ils nous ont proposé ça, c'était super. Mais je pense qu'il a... La problématique d'Air Madagascar, il aurait fallu attendre un laps de temps un peu plus considérable pour que ces vols puissent commencer à démarrer. Aujourd'hui, avec les difficultés financières de la compagnie, je pense qu'ils ont été obligés d'arrêter aussi. S'ils ont arrêté, c'est que les vols ne marchaient pas. Donc, ils n'ont été pas assez vendus par les Théo. Mais trop rapides aussi. Et tout ça, ça s'organise. Vous voyez, il faut que les Théo à l'étranger puissent l'avoir 3-4 mois dans la machine pour pouvoir le vendre aussi. Parce que ce n'est pas le tout de mettre dans la machine. Mais après, il faut le vendre, ce vol. Il faut vendre le circuit. Et donc, comme vous disiez tout à l'heure, la route du Sud est saturée. Avec l'Office national, depuis mes 2 ans de mandat avant, c'est pour ça qu'on a créé les offices du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. C'est plus dire, c'est Office régional du tourisme de Diego, de Nosy Be. On a dit travailler ensemble le Nord, travailler ensemble le Sud, les Hautes-Terres. Donc là, on les a regroupés depuis notre premier salon du tourisme ITM au Carlton. Vous avez bien vu, c'était marqué Office régional du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest. Ça, c'est pour qu'ils commencent à travailler ensemble. Et là, je leur ai redit lors de notre Assemblée générale, c'est très important que vous combinez des circuits ensemble. On a lancé là le circuit nord-ouest. J'étais moi-même à Nosy Be avec Betsy Book, Sofia, tous les offices régionaux. Donc ça partait de Majinga, Betsy Book, Sofia, et on arrivait à Diego et à Nosy Be. Pour qu'on puisse lancer un circuit grande découverte ou découverte nord-ouest. Ça, c'est un circuit qui est fabuleux, qui est magnifique. Vraiment, hein. C'est la route des épices. Ils voient du balnéaire, ils voient de l'écotourisme, ils voient tout dans ce circuit. Comme le circuit du Route du Sud. Ça, c'est pour un peu désenclaver un peu. Et on s'est rendu compte, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que les gros Théo qui émettent la Route du Sud, de tout temps, c'est la Route du Sud, la Route du Sud, la Route du Sud, la Route du Sud. Mais quand le vol d'Hermad est plein, tous les Artana, là-bas, ils disent Madagascar, c'est plein. Donc il faut absolument diversifier l'offre et dire vite, c'est plein, mais monsieur, dame, je vous propose un circuit nord-ouest qui peut marcher. Et donc là, pour ces 2 ans à venir de l'Office national, on a décidé de mettre de l'argent par rapport à notre quota là, de l'Office, sur la formation des agents de voyage. La directrice exécutive est arrivée la semaine dernière, elle a formé 75 agents de voyage en France, des agents Air France et des agents agents de voyage, je dirais, sur le marché français essentiellement. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que des agents de comptoir ne connaissent pas du tout la destination, ils vendent n'importe quoi. Donc on pense que c'est préférable aujourd'hui aussi, nous, l'ONTM, d'aller former ces agents de comptoir pour mieux vendre.
Mais quand vous parlez par exemple de comme Madagascar, quand le sud est plein, on dit que Madagascar est plein, mais tous ces salons auxquels vous participez, est-ce qu'à ces salons, vous ne vendez pas les autres circuits, comme vous avez dit tout à l'heure, le Nord-Ouest qui est une destination fabuleuse? On le vend, vous voyez, quand on organise un salon, nous on fait un appel d'offres. Premier inscrit, première réponse, premier inscrit, on va dire. Bon. Mais des fois, il y a des offices qui ne peuvent pas aussi, par rapport au peu de moyens qu'ils ont. Les ressources des offices régionaux et de l'ONTM, c'est les vignettes touristiques. Donc ça, c'est pas facile aussi pour eux. C'est pour ça que là, on espère aussi qu'avec cette relance du secteur touristique, et j'espère un nouvel élan sur le tourisme à Madagascar, que le gouvernement nous aide aussi. On doit être aidé. Vous savez, on a un budget promotion de 300 000 €, on va dire, en moyenne. La Réunion et Maurice ont plus de 10 millions d'euros pour faire des salons. Aujourd'hui, moi, en tout cas, depuis 2 ans que je suis à l'office, comme je dis à l'équipe exécutive, on fait des petits salons, on fait des petits stands, mais on n'y va plus comme auparavant, avec 3 lambaouanes et 4 safs, et on pose comme ça 3 clous, et puis on se met devant le plat de comptoir et on met Madagascar. Déjà, on a fait un effort, on a fait de gros efforts sur les salons, vraiment. On passe par des sociétés européennes pour nous faire des comptoirs, pour nous équiper en comptoir. Malheureusement, des fois, dans des salons comme Top Reza, comme Berlin, on a 50 mètres carrés en moyenne, 40-50 mètres carrés. À côté de nous, on a Maurice avec 400, La Réunion avec 350, Mayotte avec 55 ou 60. Et nous, on est toujours le petit parent pauvre des salons. Vous voyez? Donc ça, il faut que ça change. Aujourd'hui, avec ce marketing des îles Vanille, on espère aller avec eux sur ces salons. Mais moi, j'espère que même l'État nous aide pour aller en termes de visibilité. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne voit pas Eric Kohler, ni l'Office national, ni les opérateurs. C'est au-dessus de nos têtes, c'est Madagascar qu'on est en vent, c'est pas nous. Hein. Et il faut, là-dessus, je pense qu'on ait un budget dédié à ça, de l'État, comme le fait à Maurice, comme le fait la région Réunion, qui est l'État français. Nous, il faut nous aider. Il faut qu'on arrive très rapidement, et j'aimerais bien cette année, avec 100 mètres carrés, par exemple, je dis un exemple sur Top Reza, qui est un salon où on doit être présent, parce qu'en termes de visibilité, je pense qu'il faut qu'on arrive avec des grosses structures maintenant, en termes professionnels. C'est une image qu'on donne aux gens là-bas, vous savez. À côté de ça, aujourd'hui, on s'est rendu compte aussi, vous me parlez de salons, que les salons, est-ce que ça reste bénéfique pour Madagascar vraiment? Justement, j'allais poser cette question parce qu'on entend toujours parler de salons, de participation de Madagascar à tel salon, mais on n'entend jamais les retombées. Voilà. Nous, on essaye de voir là en ce moment, de mettre quelqu'un qui nous... Même avec les Théo, on a demandé, alors on a des fiches, on remplit des fiches pour voir en termes de... Vous savez, quand on va travailler, là si on part pour un salon, c'est pour des retombées dans fin d'année, voire l'année prochaine. C'est pas là on part en mars, les clients vont venir en avril à Pâques, hein. Ça c'est pas possible. Là on part en mars pour un salon en France, on travaille pour la haute saison de juillet-août, voire de l'année prochaine. Les gens viennent, parce que généralement juillet-août, 6 mois avant, ils ont déjà prévu de partir. Mais c'est vrai que nous, Madagascar, on se rend compte que de plus en plus de touristes passent directement par les hôtels en privé, Internet, et par les compagnies aériennes. Et donc ne passent de moins en moins avec les Théo. Ça commence à se faire. Mais je dirais que quand on part pour un salon, c'est pour une visibilité de 1 an, voire 1 an et demi derrière, quand les gens vont venir. Et là, comme on n'a pas beaucoup de moyens, c'est vraiment le peu de moyens qu'on a, c'est essayer de les placer, si vous voulez, le plus bénéfique possible pour le pays, pour qu'il y ait des touristes qui arrivent. Et là, nous sommes en train de voir, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le net, les sites Internet. Donc là, nous allons, cette année, encore une fois, dans les projections de l'Office, c'est restructurer le site de l'Office national, cette agence de communication qui me semble, moi, primordiale, vraiment pour booster Madagascar et le secteur du tourisme. Travailler sur la formation des agents de voyage. Ça, c'était proposé par la présidente des agents de voyage, mais c'est une très bonne idée parce que, comme je vous dis, beaucoup d'agents de comptoir en France, ils vous disent la saison des baleines à Madagascar, on ne sait pas où c'est, fini. Donc si vous ne savez pas votre produit, vous ne pouvez pas le vendre. Donc là, il faut qu'on aille sur place les former. Donc là, comme je vous dis, on vient d'y aller, on a formé 70 ou 75 agents de voyage. Et on va continuer à le faire sur tous nos marchés émetteurs, les principaux marchés. Et là, on va aussi avoir le film. Quand on était à Colmar, on avait un film, et je pense qu'il nous faut un film magnifique, mais un beau film, c'est 100 000 €. On s'est renseigné pour faire un super film sur Madagascar. Il y en a des images à tous les niveaux. Hein. Pour faire un beau film, c'est 100 000 €. Donc il nous faut trouver ou l'État qui nous aide à faire un film sur Madagascar. Je pense que c'est primordial. C'est 100 000 € après, si le pays va, je dirais que c'est pas grand-chose pour un pays. Mais il faut qu'on arrive vraiment à une autre dimension, je dirais, de la promotion de Madagascar. On ne peut plus rester comme on est. Il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on se professionnalise, il faut qu'on fasse comme les autres pour, je dirais, professionnaliser la destination. Je voudrais revenir un peu sur les îles Vanille. Quels sont les avantages pour Madagascar d'intégrer
dans cette association, parce que si on compare les potentiels de Madagascar par rapport à ceux des autres îles, nous avons des potentiels énormes. Alors qu'on va faire la promotion ensemble, nous avons encore des problèmes en transport aérien, infrastructure. Quels seraient les avantages pour Madagascar d'avoir adhéré dans cette association? Il y a 2 ans, quand j'ai pris l'Office national, sincèrement, moi-même, personnellement, j'étais pas pour. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas les moyens de nous emmener. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'argent qui compte là-dedans. On est les plus riches de la zone, mais on est le plus pauvre. Qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, j'ai changé. Je dis plus ça. Je dis aujourd'hui, c'est heureusement qu'on y est. Parce que aujourd'hui, je pense que ça va nous amener un élan. Et on va profiter du marketing Ilvanille pour faire revenir des gens sur Madagascar, vous voyez. On va profiter d'aller dans des salons où nous, on ne peut pas y aller parce qu'on n'a pas les moyens, comme l'Asie, comme l'Inde, comme d'autres pays émergents, la Corée ou le Japon, où Maurice, par exemple, est obligé d'y aller parce qu'aujourd'hui, ils saturent, ils ont tellement de chambres d'hôtel qu'ils sont obligés de se diversifier. Donc eux, où ils vont, on dit, ils vont vers les BRIC, le Brésil, la Russie, la Chine et l'Inde, ces nouveaux marchés émergents. Nous, aujourd'hui, il faut qu'on aille aussi sur ces marchés. Et on a commencé à aller avec la compagnie nationale sur 2 salons en Chine l'année dernière, mais c'était petit. Aujourd'hui, j'espère que si demain... Vous savez, les Ilvanille, c'est à peiner parce qu'ils n'ont pas eu de financement. Là, le financement est tombé de l'Union européenne, donc je pense que ça va commencer à se mettre en place. Là, moi, j'ai toujours dit aux Ilvanille, lors des dernières réunions, allons sur les salons ensemble. Pourquoi aller sur les salons ensemble? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, nous, avec nos 40 mètres carrés, on est perdu avec à côté de 500, 400 mètres carrés la Réunion, 300 Maurice et les autres. Alors que là, si on rentre dans un comptoir de 800 mètres carrés, un exemple, avec marqué « Bienvenue sur les Ilvanille », il y aurait un desk comme ceci pour dire « Monsieur, dame, voilà, vous avez Maurice, Seychelles, Mayotte, Comores, les Maldives, Madagascar, où vous voulez aller ». Et nous, dedans, on met notre stand. Là, je pense qu'on aura plus d'impact, de visibilité sur les salons. Maintenant, et comme je dis, il n'y a pas que les salons. Après, nous, on doit faire une autre promotion, comme je disais tout à l'heure, plus personnelle pour nous, pour notre pays. Mais je pense que ce côté Ilvanille va nous faire rebondir, surtout en ce moment où on a besoin d'une relance du secteur. Une nouvelle visibilité, un nouveau gouvernement, retour à la stabilité à Madagascar. Je pense qu'on a besoin justement de se rapprocher des Ilvanille par rapport à cela surtout. Par rapport à la COI, par rapport à toutes ces choses-là. Mais est-ce qu'on ne risque pas plutôt d'être avalé, disons, d'être relégué au second plan par rapport à Maurice ou à La Réunion, qui ont quand même des infrastructures plus importantes et qui sont moins chères, surtout. Tout à fait. C'est là-dessus où on travaille. C'est pour ça que là, le concept Ilvanille, c'est de mettre des packages en place. Donc nous, on commence à dire aux gens qu'il faut faire des packages. C'est-à-dire que les clients doivent aller à La Réunion pour voir le volcan, je dis un exemple, et venir voir venir sur une plage de Madagascar. Et je pense qu'avec La Réunion, on s'entend très bien, ça va très bien marcher. Maintenant, il est clair qu'il y a d'autres îles à côté de nous qui, comme on dit, tirent la couverture vers eux et ne veulent pas, ils ont, je dirais même, crainte de Madagascar, parce qu'ils savent très bien que si Madagascar se réveille, c'est dangereux pour eux. Mais là-dessus, c'est là notre challenge. C'est là où je dis non, on rentre dedans parce qu'on n'a pas peur, on a le moyen de nos ambitions, on est là-dedans, mais si nous, je dirais encore, on s'en sort bien par toutes ces raisons et que Madagascar commence à vraiment se réveiller sur le secteur du tourisme, tant mieux pour nous. L'accessibilité aérienne, on a eu des réunions avec Air Austral, Air Madagascar, Air Mauritius pour justement... L'idée, c'est de mettre une compagnie des Ilvanille, c'est en prévision ça aussi. L'idée, c'est de mettre un passe droit pour tous les touristes dans la zone océan Indien. Donc tout ça, ça va nous faire de toute façon voir du monde. Vous savez, aujourd'hui, avec justement cette grosse désinformation sur Madagascar, je pense que ça va nous attirer du monde pour les années à venir. En disant, par exemple, un touriste va dire, tiens, je vais aller à La Réunion, je suis français, donc je vais en France, c'est La Réunion. Ah, regarde, il y a Madagascar à 1h15. Allez, on va aller à Madagascar. C'est qu'à 1h15. S'il y a un problème, on revient, parce que c'est la France. Vous voyez, je veux dire, dans cette configuration, je pense que ça va nous ramener du monde, un peu de monde, un peu de monde. Mais il est clair que finalement, aujourd'hui, on n'a rien à perdre dans ce concept Ilvanille. Je vous dis, on n'a rien à perdre. Si nous, le pays y va, si on nous aide à développer le tourisme, je pense que nous, comme je vous disais tout à l'heure, le naturel du tourisme à Madagascar, il est là déjà, il est posé. On n'a pas besoin de tricher, nous, on n'a pas besoin de faire de la publicité mensongère, on n'a pas besoin de faire de... Tout est là, on peut faire du kitesurf à Madagascar, on peut faire du sac à dos, on peut faire du tourisme de luxe, on peut faire du parapente, on peut faire du tourisme sportif, on peut faire du tourisme équitable, on peut faire du tourisme durable, on peut faire tout type de tourisme. Chose que les autres îles n'en ont pas. Nous, on a tout ça. Mais justement, quand on parle de millions de touristes, de chiffres de plus en plus élevés de touristes, de quel genre de touristes justement est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on peut rêver à un tourisme de luxe comme ça se passe à Maurice, ou plutôt le touriste au sac à dos qui vient en aventure et qui va à peine utiliser, je sais pas, les chambres d'hôtel?
Là, justement, il faut faire, c'est très fragile. Il faut faire très, très attention à ce qu'on veut développer. Si on veut développer du tourisme de masse, à mon avis, c'est pas bon pour le peuple. Parce que le tourisme de masse, c'est des hôtels de 400 chambres. C'est un peu comme à Nosy se passe, à Indiana Beach. L'avion arrive, sort 200 touristes qui vont dans l'hôtel. Il y en a 200 qui partent, 200 qui arrivent, et puis ça fait ça. Hein. Par contre, je pense que ça n'amène pas grand-chose à la population. Il en faut du tourisme de masse, mais il ne faudrait pas 5 hôtels comme ça à Nosy Be, pardon. Sinon, c'est pour la population locale et pour le peuple, c'est voué à l'échec. Donc je pense qu'il faut mettre des hôtels. Le pays est grand. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est des chaînes internationales. On a besoin de locomotives, c'est-à-dire demain, si dans l'Europe on dit il y a un club méditerranéen à Nacao dans le sud de Madagascar, ça fait joli, ça fait beau. Ça veut dire que si Club Med est venu, le pays est d'un côté stable, il y a quelque chose qui se passe. Si on dit demain il y a 3 Sofitel implantés sur Madagascar, c'est des exemples que je donne. Hein. Il y a le Club Med, il y a telle chaîne, il y a Starwood qui s'installe sur Tananarive, qui met 500 chambres à côté de l'aéroport pour un hôtel business. Tout ça, c'est bien, je dis. Il faut qu'on soit habitué parce que je pense que de toute façon, c'est le secteur tourisme. Et si les mesures incitatives pour le secteur tombent, il faut s'attendre à la concurrence. Maintenant, c'est à nous, Malgaches, de contribuer à l'essor du secteur du tourisme. Je dis autant être nous là et faire ce qu'on peut. Maintenant, s'il y a des chaînes qui arrivent, je pense que c'est très bien pour le pays. Ça va faire effet locomotive. Vous voyez? Aujourd'hui, quand la France... Ça ne va pas plutôt tuer les opérateurs malgaches? Non, justement. Ces chaînes qui vont venir? Oui, en plus, en 2008, lorsqu'il y avait de nouvelles créations d'hôtels, il y avait beaucoup de débauchage. Tout à fait. Est-ce que les ressources humaines seront-elles suffisantes pour... Non, là, on va revenir, parce que là, c'est encore un autre oui, parce problème. que c'est un problème aussi à résoudre pour le secteur tourisme à Madagascar. C'est un autre problème. Moi, vous savez, j'ai toujours dit, le secteur tourisme, c'est un édifice en cours de construction à Madagascar. C'est encore on dirait, c'est comme dans son enfance. Donc c'est là où il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs que les autres ont fait. Il faut faire des copier-coller, on ne va pas inventer une science. Autant dire, tiens Maurice, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. En Tunisie, au Maroc, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Après, on va voir si on peut l'adapter ici, bien sûr, par rapport aux cultures surtout, parce que ça c'est pour moi primordial. Il faut protéger les cultures, la culture ici, sinon c'est fini, il faut protéger tout ça. Mais je pense qu'on peut y arriver. À côté de ça, aujourd'hui, comme je vous disais, 60% d'entrants, c'est des Français. Quand le marché, on le voit, la France tremble, Madagascar tremble, il faut qu'on aille sur d'autres marchés. Pour aller sur d'autres marchés, il y a beaucoup d'impact. Il faut voir la visibilité, il faut voir la langue, il faut voir la gastronomie. Je veux dire, là, on veut travailler sur le marché chinois. C'est ce qu'on s'est donné depuis 1 an et demi. C'est très difficile. Il y a des tours opérateurs qui nous disent, on travaille maintenant, mais pour un retour sur investissement dans 7, 8, 10 ans. Ça ne va pas, parce que là, on va aller demain en Chine, que la fin d'année, on va voir 200 000 Chinois. Non. Les Maldives, aujourd'hui, vous vous rendez compte, les Maldives, ils font presque 200 000 Asiatiques, Chinois. Moi, on m'a toujours dit, les Chinois n'aiment pas aller à la plage, n'aiment pas faire de la plongée, n'aiment pas se dorer au soleil. Aujourd'hui, il y a apparemment 150, 180 à 200 000 Chinois qui partent aux Maldives avec Emirates. Parce que la compagnie aussi, les compagnies, vous voyez, je dirais les grosses compagnies comme Emirates, demain, s'ils atterrissent à Madagascar, ils vont nous amener des Chinois, ils vont nous amener des Russes, ils vont nous amener des Mauriciens, ils vont nous amener vous voyez, ça compte. Et c'est là où on va monter le nombre de nationalités aussi. On ne va plus rester sur ce genre de tableau qu'on a depuis des années. Depuis des années, ce n'est pas depuis hier qu'on a que des touristes, des Français, pardon, c'est depuis je sais pas, 20 ans, 30 ans, je pense que c'est toujours le même ratio. Donc à mon avis, c'est là encore, on parle d'ouverture sur Tana. On est une île, il ne faut pas oublier, on ne peut pas arriver par route, donc il faut ouvrir un peu il faut qu'on ouvre un peu cette zone pour avoir d'autres nationalités émergentes qui viennent à Madagascar. L'Asie n'est pas très loin, l'Inde n'est pas très loin. Et là, il y a des racines ici, il y a une culture indienne, il y a une culture quand même asiatique sur Madagascar, et je pense que ça leur plairait énormément. Maintenant, les infrastructures pour ces gens-là, c'est vrai qu'il faut, là, mettre quelque chose en place, ou des mesures incitatives, ça c'est impératif pour le secteur du tourisme. Aujourd'hui, je dis, il faudrait qu'on puisse espérer avoir des mesures incitatives à tous les niveaux, au niveau fiscal, en disant, je ne sais pas, des taxations du matériel professionnel pour les hôtels, pour la construction d'hôtels, rénovation, extension. Mais encore une fois, pour ne pas tuer le marché qui est déjà là, local, pensons déjà à ceux qui sont là et qui ont subi toutes ces crises et qui sont toujours là. Je veux dire, nous, il y a un parc hôtelier malgache qui est déjà très fort, et autant déjà, moi je pense, le chouchouter, si on peut dire ça comme ça, et après on ouvre les portes à tout le monde, il n'y a pas de problème, mais il faut penser quand même qu'il y a des gens quand même qui sont là depuis des années, qui ont fait des efforts depuis des années. Après, si nous, on ne veut pas investir dans notre propre pays, ça c'est autre chose encore. Après, vous parlez des ressources humaines. Ça, c'est un volet qui me tient personnellement à cœur. L'école hôtelière nationale. Comment un pays comme Madagascar, qui espère 1 million de touristes, n'a même pas une école hôtelière d'envergure nationale professionnelle? C'est pas possible. On a travaillé depuis 1 an et demi avec le ministère de l'Enseignement, de la formation professionnelle, du tourisme.
sur les référentiels CAP. On a pu les mettre en place cette fois-ci, les CAP. C'est très important, il n'y a même plus de CAP à Madagascar, alors que c'est le premier certificat dans notre métier. Donc là, on a pu mettre ça en place. Et là, on a un projet d'extension d'un hôtel d'application avec les bailleurs de fonds, l'AFD et la région Réunion, sur le site d'Akamasou, je le dis, oui, parce que c'est un site qui nous paraît bien, même après pour faire tourner cette école. Vous verrez après plus longuement, on en reviendra plus longuement plus tard dans les journaux avec vous pour en parler. Mais ce ne sera qu'un petit hôtel d'application pour montrer un petit exemple, parce que je me mets la main au feu que ça doit marcher. Les Malgaches sont doués. La formation, par contre, elle doit être efficace et professionnelle. Et je peux vous dire qu'on n'aura aucun problème de ressources humaines. Là, aujourd'hui, on a des problèmes. On débauche à gauche, à droite pour embaucher parce qu'on n'a pas de cuisinier, on n'a pas de serveur, on n'a pas de barman. Mais si demain, il y a une école professionnelle, c'est encore une fois, même à ce niveau-là, les ressources humaines, elles sont là. Elles attendent qu'une chose, c'est de se professionnaliser et de se former. Donc, je dirais que ça, c'est juste à mettre l'école en place et après, c'est parti. Moi, je voudrais revenir vous avez dit à l'ouverture du ciel. Qu'est-ce que vous direz à ces gens qui craignent, qui ont des craintes par rapport justement à ce concept d'ouverture du ciel? Qu'est-ce que vous leur direz pour leur convaincre que c'est une nécessité pour le développement du tourisme à Madagascar? Non, il faut que là, si on est en phase avec le nouveau gouvernement, c'est eux qui prendront la décision. Nous, d'ailleurs, on les appuierait à 100%. Quand je dis nous, c'est le secteur privé. Il faut leur expliquer comme ça que c'est obligé. On ne peut plus rester en autarcie, un peu, entre parenthèses, seul. Aujourd'hui, vous savez, peut-être qu'il y a d'autres compagnies déjà qui sont sur Madagascar qui font aussi un peu blocage. Je ne suis pas là pour citer de nom, mais peut-être qu'il y en a qui disent non, qui font tout pour un lobbying, pour pas que d'autres compagnies viennent, parce qu'elles sont tranquilles, il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien. Les billets sont horriblement chers. Pourquoi? Bon, je dirais, le carburant est 35% plus cher au monde à Madagascar, on dit. C'est pour ça la cherté du billet. On ne peut pas dire que demain, s'il y a 10 avions qui atterrissent, le prix du billet va descendre de 500 $. C'est faux. Le carburant est 35% plus cher à Madagascar que dans le monde. Peut-être qu'il y a déjà aussi à ce niveau-là quelque chose à voir déjà, avec les compagnies qui ont le monopole sur le carburant des avions. Peut-être qu'il y a déjà à discuter, mais ça c'est l'État qui doit discuter. Peut-être qu'on peut faire venir... Pourquoi n'allons pas mettre d'autres compagnies en concurrence pour le carburant, le kérosène des avions? Peut-être pour faire descendre ça. Ça peut être une solution pour faire descendre le coût du billet. Si demain, des grandes compagnies, je parle d'Emirates, on parle d'Air France, Air Austral, Emirates, Etihad, Air Mauritius, ceux qui sont déjà avec nous, au lieu de leur donner des codes chers ou des partages de sièges, de temps de siège, on leur dit allez Open, vous faites ce que vous voulez, nous on veut du monde. Un exemple, hein. Eux après ils vont se réguler sur le marché, ils vont se dire bon là on va faire tant de vols parce que c'est pas la peine d'en faire 50 si les avions sont vides. Après c'est à eux, ils vont faire quoi pour venir à Madagascar? Parce que je pense que ça les intéresse de venir, ils vont faire du marketing et du commercial pour que leurs avions soient à moitié pleins ou pleins, je dirais. Vous voyez, je veux dire. Donc c'est là l'importance de ça. Donc nous, il faut vraiment pas qu'on se batte, mais qu'on leur présente vraiment les enjeux de ça. C'est pas pour tuer la compagnie, au contraire. C'est ce qui fait peur aux gens, justement. Voilà, comment est-ce qu'on peut quand même sauvegarder la compagnie nationale quand on a d'autres concurrents qui vont... Moi, à mon avis, les gens vont déverser à Tama, mais par contre, après, il faut être radical. La compagnie nationale opère sur le national, le régional, avec une flotte, par contre, avec, je dis un exemple, il y aurait demain 8 ATR tout neufs, des Airbus là sur le tarmac, des Boeing, je ne sais pas. Et à partir de là, comme je vous disais, en une demi-heure, la clientèle descend, fait les formalités, ça part à Nosy-Bé, ça revient, ça part à Tuléar. Même si demain, il y a un vol de nuit à 22h, jusqu'à 23h, même minuit à Nosy-Bé, mais l'essentiel, c'est d'amener des touristes. Vous savez, des fois, quand vous voyagez dans le monde, vous arrivez à destination dans votre hôtel tard dans la nuit. Hein. Demain, s'il y a 23h40, un Airbus atterrit à Nosy-Bé rempli de touristes, je peux vous dire que les hôteliers, ils attendent que ça, ils seront contents. Oui, peut-être pour terminer, Lint, est-ce que tu aurais une question? Oui, juste une question pour le tourisme local. On a beaucoup parlé de tourisme international. Est-ce que l'Office national du tourisme de Madagascar a des projets pour le développement du tourisme local? Tout à fait. J'y avais pensé avant de venir. C'est très important pour Madagascar. Et là, on l'a bien vu, et des destinations comme Majunga, Tamatave, mais je pense là à Majunga, j'ai discuté avec le président de l'Office de Majunga il y a une semaine. Grâce au tourisme local, ils ont pu s'en sortir. Ça, c'est important. Donc il faut absolument qu'on arrive à favoriser ce tourisme local. Donc vous pensez qu'en termes de clients, il y a quand même un potentiel en termes de tourisme local? Bien sûr, il y a un gros potentiel. Il faut déjà que nous, on apprenne à voyager chez nous, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Et je pense que, vous savez, on a toujours parlé d'avant, on parlait de tarifs résidents, non résidents. Je mets un point d'interrogation. Peut-être que c'est une question à remettre sur le tapis.
Parce que c'est vrai qu'il y a des résidents qui vont encore dans des hôtels et on leur fait des hôtels, on leur facture 200 € pour un hôtel, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faudrait peut-être revenir à ça, ou bien, il y a un décret qui dit que les tarifs doivent être en arrière, mais 200 € en arrière, ça fait en gros 600 000 arrière. On ne peut pas mettre du tourisme local à 600 000 arrière. Il y a des gens qui veulent même profiter de belles infrastructures, mais peut-être justement pour favoriser ce tourisme local, je dirais, pour favoriser ça, il faut favoriser les coûts. C'est normal qu'un local, un malgache, un national paye moins cher que... Je pense qu'on peut... C'est une question à se poser. Deuxièmement aussi, la compagnie nationale peut dire, tiens, on fait des packages, donc là on va travailler avec eux, sur des week-ends de Pentecôte et d'autres, pour lancer le tourisme national, pour aller sur des destinations comme Sainte-Marie, même Diego, même Nosibé, dans tout Madagascar. Au lieu de partir avec 50% du vol, autant en remplir avec, en disant, je mets un quota de 30 sièges, à 50% de remise, je ne sais pas, ou à 40% pour favoriser le tourisme national. Par contre, là, c'est réservé aux résidents. Ça, c'est bien aussi. Après, je pense que nous, déjà, on s'est rendu compte que même les offices régionaux du tourisme, les directeurs des exécutifs de certains offices connaissent Diego, mais quand un touriste est à Diego, il veut aller, même national, quelqu'un de Diego veut aller à Nosibé, oui, ou même à Sainte-Marie, il est incapable de parler parce qu'il ne connaît pas. Donc déjà, comme on dit, il faut qu'on fasse devant, déjà, nous, il faudrait que nous-mêmes, on se professionnalise déjà. Là, lors du prochain ITM au mois de mai qui va se dérouler ici à Tana, donc on a prévu une grosse réunion, comme tous les offices seront là, avec tous les directeurs exécutifs, et éventuellement leur faire des formations, que celui de Diego aille à Nosibé, Nosibé il aille à Majanga, Majanga il a... Ça c'est une. Et deux, on va leur faire des nouvelles brochures par zone, offices régionaux du Sud, et dans ce prospectus, dans ce kit marketing, il y aura donc tous les offices du Sud avec les spécificités du Sud. Qu'est-ce qu'il y a dans le Sud à faire, quelle zone touristique est à voir, quel site est à voir, les hôtels, tout. Et je pense que ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on oublie beaucoup le tourisme national. Et ça, les brochures du Sud seront distribuées dans le Nord, dans l'Ouest et vice-versa. Et ça met en place, mais ça a un coût encore, ça aussi. Donc ça, nous, on essaie de budgétiser, mais là aussi, on espère, on va cette année trouver des fonds, même avec nos partenaires financiers, pour développer le tourisme local qui est vraiment crucial, je dis bien crucial, parce que si des hôteliers ou DTO aujourd'hui, je pense, encore debout, c'est grâce aussi à l'apport du tourisme national. Monsieur Eric Kohler, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous en avons encore d'autres, mais comme l'émission touche à sa fin, je vous remercie aussi d'être venu à notre émission. Merci Lantou d'avoir été avec moi pendant cette émission. Mametraka ny fisaorana anareo ihany koa nanaraka ity fandaharana salangalanga ity androany manome fotoana anareo indray amin'ny herin'ny anio toy izao. Mandra-piaona tompoko.